Un renversement chiffré sans fanfare secoue le nord du Burkina Faso. Là où la peur avait fini par vider les routes et étouffer les places, des puits redeviennent fréquentés et des marchés retrouvent un bourdonnement régulier. Que change ce basculement pour ceux qui voient Ibrahim Traoré comme le visage précaire d'une rupture et qui mesurent le risque à chaque trajet, parfois à chaque heure? Peut-être le début mesuré d'un pays qui apprend jour après jour à répéter des gestes ordinaires, à rester et à respirer sans fuir la prochaine alerte. Dans ce qui suit, ne cherche ni à embellir une trajectoire fragile, ni à proclamer un succès prématuré. Il propose une lecture précise d'un changement observable, mesuré à partir de gestes ordinaires qui, répétés, modifient l'équilibre d'un territoire. Le bénéfice pour le lecteur est clair. Comprendre en quoi des signaux locaux, souvent jugés anecdotiques, peuvent annoncer une inflexion nationale réelle. L'enjeu dépasse la performance sécuritaire ou l'image d'un dirigeant. Il touche à la capacité d'un pays à transformer une amélioration ponctuelle en routine durable sans dépendre d'annonces spectaculaires. Dans le nord du Burkina Faso, la réouverture d'un marché, l'accès régulier à un puits ou la continuité d'une école fonctionnent comme des indicateurs silencieux. Ils permettent de distinguer une stabilisation vécue d'une accalmie illusoire. La promesse est donc méthodologique. En observant comment ces micro-stabilités s'additionnent, il devient possible d'évaluer si la peur recule réellement ou si elle se déplace simplement. Et surtout, il est de comprendre ce que ces évolutions impliquent pour la trajectoire du pays tout entier, au-delà des récits immédiats. Plus d'1 million de personnes déplacées ont commencé à revenir dans le nord du Burkina Faso, inversant une dynamique longtemps jugée irréversible. Ce seuil chiffré marque un basculement mesurable. Un territoire vidé retrouve une densité humaine suffisante pour recréer des routines viables. Ce mini-renversement n'est pas né d'un événement spectaculaire, mais d'une séquence méthodique qui s'est installée sans proclamation. Après des années où l'insécurité fragmentait villages et routes, les premiers signes apparaissent dans des détails discrets. Des puits fréquentés sans escorte permanente, des marchés qui rouvrent à date fixe, des écoles qui accueillent à nouveau des élèves de façon continue. Pris isolément, ces signaux paraissent modestes. Ensemble, ils dessinent une trajectoire qui se redresse. La chronologie est lisible. D'abord, une phase de sécurisation ouvre des corridors essentiels et neutralise les menaces immédiates. Ensuite, une phase d'ancrage s'installe. Des unités civiles demeurent mieux sur place, arbitrent les litiges mineurs et restaurent la confiance quotidienne. Cette continuité transforme une zone dégagée en espace vivable. Les familles évaluent alors le risque non plus à partir de rumeurs, mais à partir de gestes observables, répétés dans le temps. C'est dans ce cadre qu'intervient Ibrahim Traoré, non comme figure héroïque, mais comme acteur structurant d'une architecture qui privilégie la durée. Sa ligne directrice se lit moins dans les annonces que dans la répétition des actes. Lorsque les patrouilles restent, les habitudes reviennent. Lorsque les habitudes reviennent, la peur recule par couches successives. À Boulédoumouhoun, le premier signe du changement n'a pas été une déclaration officielle, mais un étal rouvert à l'aube. Une vendeuse explique avoir repris son activité après plusieurs semaines de présence continue des patrouilles mixtes. Le geste était d'abord psychologique, rester sur la place du marché sans scruter l'horizon à chaque minute. Ce simple acte a attiré d'autres vendeurs, puis des acheteurs réguliers, recréant un rythme perdu depuis des années. Ce retour progressif des déplacés devient ainsi l'indicateur clé. Chaque famille revenue valide implicitement l'ensemble du dispositif. Et une question s'impose déjà. Si cette inversion est possible ici, que dit-elle de l'équilibre potentiel du pays tout entier ? Dans les villages qui amorcent leur stabilisation, le changement ne s'annonce pas par des discours, mais par des figures ordinaires qui deviennent des repères. Une commerçante, un enseignant, un chef de quartier jouent un rôle de guide informel. Leur décision de rester visible jour après jour sert de test collectif. Lorsque ces personnes reprennent leur routine sans interruption, elles signalent à l'ensemble de la communauté que le risque a changé de nature. Dans un village voisin de Boulédoumouhoun, un instituteur raconte que le premier signe décisif n'a pas été la rénovation d'un bâtiment, mais la régularité des horaires. Les élèves sont revenus progressivement dès lors que les cours se tenaient plusieurs semaines d'affilée. L'école, même précaire, est redevenue un point fixe. Les familles
n'attendez pas une garantie absolue de sécurité, mais une prévisibilité minimale des trajets et des journées. Cette continuité a suffi pour enclencher des retours supplémentaires. Sur les marchés, la dynamique est similaire. Un étal ouvert attire un autre étal, la présence répétée de vendeurs crée un flux d'acheteurs, puis une habitude. Ce mécanisme d'imitation réduit l'incertitude individuelle. Chacun observe les autres avant de s'engager, et chaque geste répété abaisse le seuil de risque perçu. La stabilisation se diffuse ainsi par capillarité sans coordination formelle. Ces impacts précoces ne transforment pas immédiatement l'économie ou la sécurité globale. Ils modifient cependant quelque chose de plus fondamental, la manière dont le territoire est perçu par ceux qui y vivent. Le village cesse d'être un espace provisoire à quitter au moindre signal. Il redevient un lieu où l'on peut planifier demain. En quelques semaines, cette logique simple s'impose. Quand les routines tiennent, la peur recule. Avant 2022, le nord du Burkina Faso suivait une logique de délitement continu. Chaque alerte suffisait à vider un village, fermer un marché ou interrompre une école en quelques heures. Les routes coupées rendaient toute activité prévisible impossible et la fuite devenait la réponse rationnelle. Après ce point bas, la séquence change de nature. Il ne s'agit plus de réactions dispersées, mais d'une architecture progressive, pensée pour transformer un territoire fragmenté en espace récupérable dans la durée. L'activation constitue la première phase. Elle intervient lorsque l'effondrement sécuritaire atteint un seuil critique. Des groupes armés contrôlent des zones entières, provoquant des déplacements massifs et gelant la vie quotidienne. Face à cette spirale, la ligne défendue par Ibrahim Traoré se structure autour d'un principe simple, dégager, puis tenir. Des unités d'intervention rapide sont déployées avec un mandat précis. Leur objectif n'est pas de conquérir symboliquement un espace, mais de neutraliser les menaces immédiates et d'ouvrir des corridors essentiels. Une route praticable permet aux cultivateurs de rejoindre leurs champs. Un axe sécurisé rend possible l'acheminement de biens de base. Cette phase crée une respiration, mais elle reste fragile et réversible. Le pic survient lorsque la phase civile prend le relais sans rupture. Contrairement aux séquences passées, les forces tsubéennes ne se retireront pas immédiatement après les opérations. Elles s'installent. Des patrouilles mixtes demeurent sur place, accompagnées d'unités civiles, capables d'arbitrer des conflits infecteurs mineurs et d'organiser les déplacements quotidiens. Cette présence continue transforme une zone dégagée en zone habitable. Les habitants observent, testent, puis ajustent leur comportement. Les marchés rouvrent plusieurs jours de suite. Les écoles maintiennent des horaires réguliers. Les trajets vers les puits se font sans escorte systématique. Ce moment marque un changement qualitatif. Le risque n'est plus évalué sur des rumeurs, mais sur des faits répétés. La rémanence constitue la phase la plus décisive. Une fois les routines installées, elles produisent leur propre inertie. Un marché animé attire d'autres vendeurs. Une école ouverte encourage le retour de nouvelles familles. Cette densification sociale rend toute perturbation plus coûteuse. La stabilité ne repose plus uniquement sur la force initiale, mais sur la masse des comportements ordinaires retrouvés. Les habitants ne défendent pas une stratégie, ils défendent leurs habitudes. Dans cette trajectoire, Ibrahim Traoré apparaît comme un fil conducteur plutôt que comme un point culminant. Son rôle ne se lie pas dans un moment spectaculaire, mais dans la continuité entre l'activation, le pic et la rémanence. La même exigence traverse les trois phases. Maintenir la présence assez longtemps pour que la normalité puisse être testée, puis appropriée. Lorsque les gestes simples tiennent dans le temps, ils cessent d'être des exceptions. Imagine, cette séquence explique pourquoi les retours de population deviennent l'indicateur central. Chaque famille revenue valide implicitement l'ensemble du dispositif. La stabilisation n'est plus un événement ponctuel, mais une trajectoire qui s'auto-renforce, tant que la continuité n'est pas rompue. C'est là que se joue l'essentiel, non dans l'annonce d'un succès, mais dans la capacité à répéter, jour après jour, les mêmes gestes sans interruption. Au point le plus critique de la crise, plus de 2 millions de personnes avaient fui les zones rurales du Burkina Faso, vidant villages, écoles et marchés en chaîne. Aujourd'hui, plus d'1 million de déplacés sont revenus dans le nord du pays, signalant un écart décisif. La fuite n'est plus l'unique option rationnelle pour une partie significative des familles. Ce passage d'un point bas à un delta observable
constitue la base factuelle de toute lecture prudente de la stabilisation. Le premier chiffre fixe le niveau de référence. Lorsque des millions de personnes quittent un territoire, la vie locale cesse de fonctionner. Les services se désagrègent, les routes perdent leur utilité et la peur devient la norme. Ce point bas ne doit pas être atténué, car il conditionne l'interprétation de toute amélioration ultérieure. Le second chiffre mesure l'écart réel. Le retour volontaire de plus d'1 million de personnes traduit une réévaluation quotidienne du risque par des milliers de foyers. Ce mouvement n'est ni spontané ni symbolique. Il résulte d'observations répétées et de calculs concrets effectués au niveau familial. Un troisième indicateur structure la lecture opérationnelle. 28 bataillons d'intervention rapide ont été déployés pour ouvrir et tenir des corridors essentiels. Ce nombre marque un changement d'échelle. Il ne s'agit pas seulement d'une présence accrue, mais d'une organisation conçue pour durer. Chaque bataillon sécurise un périmètre précis afin de rétablir des flux minimaux. Une route praticable permet l'approvisionnement des marchés. Un axe sûr rend possible le retour des enseignants. La force initiale crée l'espace. La continuité en assure l'usage quotidien. Pris ensemble, ces trois repères dessinent une dynamique lisible. Le retour d'1 million de personnes ne signifie pas la disparition du danger. Il indique que, dans de nombreuses localités, la prévisibilité a dépassé un seuil critique. Les familles évaluent des critères simples. L'eau est-elle accessible sans escorte ? Les écoles ouvrent-elles plusieurs semaines d'affilée? Les marchés fonctionnent-ils à date fixe? Lorsque ces conditions tiennent, le calcul change. Revenir devient une décision rationnelle, non un pari aveugle. L'articulation entre ces chiffres éclaire la méthode associée à Ibrahim Traoré. La sécurité n'y est pas présentée comme un état final, mais comme une pratique cumulative. Les unités ouvrent les espaces, les structures civiles prolongent la présence, les retours de familles valident l'ensemble. Ce circuit fermé produit une inertie sociale mesurable. Plus il y a de retours, plus les marchés se densifient, plus les marchés fonctionnent, plus la présence civile est justifiée. Le système s'auto-alimente tant que la continuité n'est pas rompue. Ces données montrent aussi ce qu'elles ne garantissent pas, pense pas. Elles n'assurent ni une stabilité uniforme, ni une trajectoire linéaire. Elles attestent d'une variation de comportement, condition nécessaire à toute stabilisation durable. L'enjeu n'est donc pas d'additionner des succès, mais de préserver l'écart observé dans le temps. La question devient opérationnelle. Qu'est-ce qui permet à ces chiffres de rester vrais demain et à quelles conditions peuvent-ils cesser de l'être ? Deux interprétations solides coexistent pour lire la trajectoire récente du nord du Burkina Faso, et chacune mérite d'être formulée dans sa version la plus robuste avant d'être évaluée. La première soutient que la stabilisation observée n'est qu'une militarisation progressive, maquillée par quelques signaux civils. Selon cette lecture, l'augmentation de la présence armée, la centralisation des décisions et la suspension prolongée de repères politiques classiques constituent des marqueurs connus d'un contrôle durable. Les marchés rouverts et les retours de population seraient alors contingents, dépendants d'une coercition appelée à s'étendre plutôt qu'à se relâcher. L'histoire récente du Sahel, jalonnée de séquences similaires suivies de rechutes, alimente cette prudence. La seconde lecture part du terrain et inverse la focale. Elle affirme que la stabilisation ne se mesure pas d'abord à la visibilité des forces, mais au comportement qu'elles rendent possible. Le retour volontaire de famille, la reprise régulière des écoles et l'utilisation quotidienne des puits sans escorte seraient des indicateurs plus fiables que les signaux institutionnels. Dans cette perspective, en cas les habitants n'agiraient pas sous contrainte permanente, mais sur la base d'une évaluation répétée de la prévisibilité. La sécurité ne serait pas vécue comme une domination, mais comme une condition d'usage du territoire. Ces deux thèses s'opposent frontalement, mais elles partagent une même épreuve décisive, la durée. Si la militarisation était la variable dominante, la stabilisation tend à rester statique. Elle exige une surveillance constante et produit peu de densification sociale autonome. A l'inverse, si la dynamique repose sur les comportements, on observe une accumulation progressive d'activités qui réduit la dépendance à une présence visible. Or, les données de terrain décrivent une densification graduelle.
Les marchés attirent davantage de vendeurs au fil des semaines. Les écoles maintiennent leurs horaires parce que les élèves sont présents, non par injonction. Les déplacements deviennent plus diffus, moins groupés. La différence est cruciale. Dans un modèle coercitif, l'ordre tient tant que la contrainte est maximale. Dans un modèle comportemental, l'ordre se renforce à mesure que les routines se multiplient. Les observations actuelles penchent vers la seconde logique, sans l'établir définitivement. Elles montrent une stabilisation qui s'auto-entretient partiellement, mais reste conditionnée à la continuité. L'évaluation la plus rigoureuse consiste donc à suspendre le verdict idéologique. Ni l'optimisme ni le scepticisme ne suffisent seuls. La trajectoire doit être jugée sur un critère simple et vérifiable. La vie ordinaire progresse-t-elle sans supervision accrue, semaine après semaine ? Alors, c'est cette question, plus que toute autre, qui permettra de départager durablement les deux lectures. À ce stade, le changement décisif n'est plus militaire, mais comportemental. Dans plusieurs localités du Nord, les retours ont atteint une masse suffisante pour modifier le rythme des journées. Les femmes ne se déplacent plus en groupes serrés vers les puits réparés. Les enseignants maintiennent des horaires réguliers parce que les élèves sont présents. Les marchés fonctionnent à jour fixe, attirant vendeurs et acheteurs sans coordination formelle. La sécurité cesse d'être une exception, elle commence à être intégrée comme une donnée ordinaire. Ce basculement révèle une dynamique souvent négligée. Les familles n'attendent pas une garantie absolue, elles testent la continuité. Chaque jour sans rupture renforce la décision de rester. La peur ne disparaît pas, mais elle cesse d'organiser chaque choix. Les calculs individuels se déplacent. Prévoir demain devient possible, parfois prévoir la semaine suivante. Cette capacité modeste change la trajectoire collective. Dans cette phase, l'action associée à Ibrahim Traoré se lit autrement. Elle ne se limite plus à l'ouverture de corridors ni au maintien d'unités visibles. Elle s'exprime dans la capacité des communautés à convertir une présence continue en habitude durable. La stabilisation n'est plus imposée, elle est appropriée. Tant que la routine progresse, la trajectoire tient. La question charnière devient alors simple et exigeante. Qu'est-ce qui pourrait interrompre cette normalité naissante et à quel coût social immédiat ? Au niveau de l'État, la stabilisation progressive modifie d'abord la perception de la présence publique. Là où l'administration avait disparu, la continuité sécuritaire permet le retour de services élémentaires. Les routes principales rouvrent par segments, reconnectant des communes longtemps isolées. Les retours de population redessinent la carte humaine et rétablissent une légitimité fonctionnelle. L'État n'est plus seulement invoqué, il devient visible dans la régularité des gestes qu'il rend possibles. Dans ce cadre, l'architecture impulsée sous Ibrahim Traoré agit comme un cadre opératoire, mesuré moins par des annonces que par la constance des usages. Sur le plan économique, les effets sont immédiats mais graduels. La réouverture des marchés relance des circuits courts essentiels à la survie locale. Les étals de céréales, issus de légumes et de bétail attirent des acheteurs réguliers. Les artisans, mécaniciens et transporteurs reprennent une activité minimale mais prévisible. Cette reprise ne crée pas une prospérité soudaine, elle restaure une capacité de planification. Les ménages peuvent anticiper une semaine, parfois un mois, ce qui modifie profondément la logique de survie et réduit les décisions prises sous contrainte permanente. Dans la vie quotidienne, les conséquences sont encore plus tangibles. L'accès à l'eau sans escorte transforme la mobilité des femmes et allège des trajectoires devenues routinières. Le retour à l'école, même dans des conditions précaires, restructure les journées familiales. Les enseignants deviennent des repères stables et les enfants réinvestissent des horaires interrompus pendant des années. La peur ne disparaît pas, mais elle cesse d'organiser chaque décision. Cette transformation du rapport au risque constitue le cœur de la stabilisation vécue, car elle se répète sans supervision constante. À l'échelle régionale, l'évolution crée un contraste net. Les zones frontalières restent fragiles, mais l'intérieur du pays forme progressivement un espace tampon où la densité sociale rend les incursions plus coûteuses. Chaque village stabilisé devient un point d'ancrage qui limite la circulation des groupes armés et modifie les équilibres locaux.
Cette dynamique n'exporte pas mécaniquement la stabilité, mais elle reconfigure les rapports de force à petite échelle, village après village. Ces 4 niveaux d'impact se renforcent mutuellement. La présence étatique facilite l'économie locale. L'économie soutient la vie quotidienne. La vie quotidienne densifie le territoire. Et cette densité renforce la sécurité. Dans cette boucle, l'action associée à Ibrahim Traoré apparaît comme un catalyseur initial, non comme une garantie permanente. La question décisive n'est donc plus de savoir si la stabilisation existe, mais si ses conséquences concrètes peuvent se maintenir sans rupture lorsque l'attention se déplacera ailleurs. 3 trajectoires plausibles se dessinent pour les prochains mois, chacune dépendant moins d'annonces politiques que de la capacité des villages à maintenir les routines récemment reconquises. Les variables décisives sont connues et observables. Continuité sécuritaire, fonctionnement des services essentiels et densité sociale suffisante pour amortir les chocs. Leur combinaison quotidienne détermine l'orientation réelle de la trajectoire. La première trajectoire possible est celui de la continuité prudente. Les corridors sécurisés restent ouverts, les unités civiles demeurent dans les localités stabilisées et les retours de famille se poursuivent à un rythme modéré. Les marchés fonctionnent régulièrement, sans expansion spectaculaire, et les écoles maintiennent des horaires continus malgré des infrastructures limitées. Les zones frontalières demeurent des points de tension, mais sans provoquer d'inversion générale. Dans cette hypothèse, la stabilisation progresse par paliers, avec des fluctuations locales, mais l'équilibre intérieur tient. La deuxième trajectoire, plus favorable, suppose une consolidation sans rupture des systèmes vitaux. L'accès à l'eau reste constant, les routes secondaires deviennent praticables plus longtemps, et les écoles gagnent en régularité. Les coopératives locales et les réseaux d'entraide absorbent une partie des tensions quotidiennes. Les échanges entre villages reprennent, densifiant les marchés et réduisant la dépendance à une présence sécuritaire visible. Cette inertie sociale positive rend les perturbations plus coûteuses et moins efficaces. La stabilité devient alors partiellement auto-entretenue, même si elle reste vulnérable à des chocs ciblés. La troisième trajectoire envisage une perturbation localisée mais significative. Des incidents venus des zones frontalières peuvent interrompre des services essentiels, provoquer de nouveaux déplacements temporaires ou forcer des redéploiements civils. Les villages isolés, dont la stabilisation repose sur une présence continue, seraient les plus exposés. Toutefois, même dans ce cas, les communautés ayant reconstitué des routines disposent d'une résilience nouvelle. Elles évaluent, s'adaptent et attendent plutôt que de fuir immédiatement, ce qui limite l'ampleur des inversions. Quelle que soit la trajectoire, une recommandation de méthode s'impose. Il faut raisonner en conditions plutôt qu'en certitude. Si l'eau reste accessible, si les trajets demeurent praticables et si l'école ouvre régulièrement, la stabilisation tient. Si l'une de ces conditions se rompt durablement, la dynamique s'infléchit. C'est dans cette lecture conditionnelle, souvent associée à l'approche défendue par Ibrahim Traoré, que réside la clé d'une évaluation rigoureuse. Pour celles et ceux qui observent le Burkina Faso à distance, les chiffres et les cartes peuvent en paraître abstraits. Pourtant, les transformations décrites dans les villages stabilisés renvoient à une expérience universelle, le moment précis où une communauté cesse d'organiser sa vie autour de la peur. Ce basculement n'est pas spectaculaire. Il se lie dans la possibilité de prévoir demain, puis la semaine suivante. Cette capacité à anticiper, même modestement, constitue un marqueur puissant de normalisation vécue. Pour un public attentif aux mécanismes institutionnels, la trajectoire récente offre une autre clé de lecture. La stabilisation ne repose pas sur une décision unique, ni sur une réforme emblématique, mais sur l'alignement de systèmes simples. Sécurité continue, services essentiels fiables et participation locale se renforcent mutuellement. Lorsque ces éléments fonctionnent ensemble, l'État cesse d'être une abstraction lointaine. Il devient une présence mesurée à travers la régularité des écoles, l'accès à l'eau et la tenue des marchés. Cette logique interroge la manière dont une autorité se rend crédible dans des zones longtemps abandonnées. Pour les plus sceptiques, enfin, le terrain propose une invitation méthodologique. Observer les faits avant d'interpréter les intentions. Les habitants ne décrivent ni doctrine ni stratégie,
Ils évoquent dans des repères concrets, des routes praticables, des puits accessibles, des enseignants présents chaque matin. Ces indicateurs, parce qu'ils sont vérifiables et répétés, offrent une base plus solide que des récits préconçus. Ils permettent aussi de réviser un jugement à mesure que les conditions évoluent. À travers ces 3 regards, une même idée se dégage. Ça, la stabilisation n'est pas un concept réservé aux analystes. Elle devient intelligible dès lors qu'on la relie à des expériences ordinaires partagées. Cette traduction du terrain vers le regard du public éclaire ce qui est réellement en jeu, la capacité de sociétés fragilisées à reprendre pas à pas la maîtrise de leur quotidien sans promesse de certitude absolue. Transformer une stabilisation naissante en cadre durable exige une méthode lisible, fondée sur des actions vérifiables plutôt que sur des promesses générales. L'approche associée à Ibrahim Traoré peut se décomposer en étapes concrètes, chacune conditionnée par des indicateurs simples et observables sur le terrain. L'objectif n'est pas d'éliminer tout risque, mais de réduire la probabilité des ruptures brutales qui déclenchent les fuites. La première étape consiste à maintenir la présence civile après les opérations initiales. Les unités mobiles ne se retireront pas dès que les menaces immédiates reculent. Elles demeurent plusieurs semaines afin d'ancrer les routines. Un repère clair permet d'en juger. La continuité des horaires scolaires et la diminution des déplacements escortés vers les points d'eau. Tant que ces signaux tiennent, la confiance progresse. La deuxième étape vise la fiabilité des systèmes vitaux. Les puits doivent fonctionner sans interruption prolongée, les routes essentielles rester praticables et les marchés ouvrir à date fixe. Chaque rupture fragilise la perception de normalité. Un indicateur simple s'impose alors. La fréquence hebdomadaire des marchés et l'accès quotidien à l'eau sans incident signalé. Ces éléments pèsent de plus lourd que toute communication officielle. La troisième étape repose sur la cogestion communautaire. Anciens, enseignants, artisans et représentants locaux participent à l'arbitrage des conflits mineurs et à l'entretien des infrastructures. Cette implication réduit la dépendance à une supervision extérieure constante. Le repère devient ici la baisse des zones désertées et l'augmentation régulière des retours familiaux dans les mêmes localités. Enfin, l'enjeu est de renforcer l'inertie sociale positive. Coopératives, réseaux d'entraide et micro-initiatives agricoles densifient le tissu local. Chaque famille revenue devient un point d'ancrage supplémentaire. La stabilisation durable n'est pas un état final, mais une pratique quotidienne mesurée par la constance des gestes ordinaires. La question décisive reste ouverte. Ces indicateurs resteront-ils vrais lorsque l'attention se déplacera ailleurs ? À Boulay-Doumoun, la femme qui avait rouvert son étal parle désormais du bruit du marché comme d'un repère. Non d'un symbole politique, mais d'une preuve quotidienne que la peur ne dicte plus chaque mouvement. Dans le village voisin, un instituteur observe ses élèves s'installer chaque matin avec une régularité nouvelle. Les cahiers ouverts sur des tables usées valent, pour lui, plus qu'un discours officiel. Ces scènes, modestes, répétées jour après jour, composent une continuité que peu imaginer possible si tôt. C'est dans cette trame vécue que l'action associée à Ibrahim Traoré prend une tonalité particulière. Elle n'apparaît ni comme un héroïsme solitaire, ni comme une rupture spectaculaire, mais comme l'impulsion initiale qui permet à ces gestes ordinaires de tenir dans le temps. Les habitants ne parlent pas de stratégie ni de doctrine. Ils parlent d'eau accessible, d'écoles ouvertes, de trajets redevenus prévisibles. Lorsque ces fragments du quotidien s'assemblent, ils forment une stabilité lisible avant même d'être proclamés. Le fil conducteur de cette trajectoire reste simple. La reconstruction ne progresse pas par déclaration, mais par répétition. Chaque journée sans rupture renforce la suivante, et lorsque ces gestes persistent assez longtemps, ils transforment une amélioration fragile en horizon crédible. La stabilité cesse alors d'être une promesse abstraite pour devenir une expérience vécue, partagée, défendue par ceux qui ont choisi de rester. La normalité tient aux gestes tenus. Ce qui se joue aujourd'hui au Burkina Faso ne se résume ni à une victoire proclamée, ni à un échec annoncé. C'est un processus discret, porté par des villages qui testent chaque jour la solidité de leur routine retrouvée.
Suivre cette trajectoire demande moins de slogans que d'attention soutenue. Observez si les marchés ouvrent encore à date fixe, si les puits restent accessibles sans escorte, si les écoles maintiennent leurs horaires malgré les tensions persistantes, permet de lire l'évolution réelle, au-delà des récits immédiats. Pour celles et ceux qui regardent Monde de loin, l'enjeu n'est pas d'adhérer à une narration unique, mais de rester attentif aux indicateurs concrets. Les gestes ordinaires racontent souvent plus que les déclarations officielles. Ils offrent aussi une base commune pour poser des questions exigeantes, sans précipiter les jugements ni figer les positions. Dans ce cadre, la trajectoire associée à Ibrahim Traoré ne demande ni adhésion aveugle ni rejet réflexe, mais une observation patiente de ce qui tient ou se rompt dans le quotidien. Si cette histoire vous interpelle, peut-être mérite-t-elle d'être suivie autrement. Quels signes devront rester vrais dans les mois à venir pour dire que la stabilisation tient réellement ? À quel moment considérera-t-on qu'elle vacille ? Et que peut-on apprendre plus largement de ces expériences locales sur la manière dont des sociétés fragilisées tentent, pas à pas, de reprendre la maîtrise de leur vie ordinaire ?